Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien, fondateur de Health Tech in Progress, agence de conseil stratégique santé du même nom que le podcast. Dans ce podcast, je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui construisent la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Health Tech in Progress. Et je dois dire que je suis très content de t'avoir parce que là, on va parler d'entreprise avec beaucoup de la grosse technologie. On va parler de Ganymede. Et avant de commencer, j'essaye d'inverser un petit peu ma charte éditoriale. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton aventurier, ton aventurière préféré qui te stimule peut-être, qui te motive tous les jours ? Bonjour Méradec, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Ravi d'être présente et de parler de Ganymede Robotics. Aventurière préféré, j'ai un petit peu réfléchi avant de répondre à cette question, mais j'ai une passion sauvage actuellement pour une autrice, enfin une écrivain française qui s'appelle Simone Bertière et qui est une sorte d'enquêteuse de l'histoire, qui a écrit des ouvrages qui m'ont vraiment façonné aujourd'hui, et qui a décrit des gens qui sont des aventuriers extraordinaires. Et par exemple Mazarin, qui est né pauvre italien roturier, et qui a fini par gouverner la France 30 ans. Et du coup, il y a, qu'on l'apprécie ou pas, il y a quand même du génie dans sa vie et dans la manière dont elle le décrit. Voilà, donc c'est réécrire, pour moi être romancier, c'est aussi une forme d'aventure, et voilà, Simone Bertière est quelqu'un à qui j'aimerais beaucoup rendre hommage. Est-ce que tu as peut-être un titre préféré de livre de Simone Bertier à recommander ? Ouais, elle a écrit Mazarin, le maître du jeu, qui est une biographie extraordinaire, de Mazarin, et puis toute une série sur les reines de France au temps des Valois, puis au temps des Bourbons, puis au temps du roi Soleil, puis une biographie de Marie-Antoinette. Une biographie de toutes les reines de France, en fait, qui sont, à partir de l'époque des Valois. Et c'est vraiment des galeries de portraits extraordinaires, inspirants, de personnages réels ayant existé, hem, dont elle nous fait connaître la vie, les doutes, les hésitations. On est dans leur tête au moment où ils décident, pas avec toutes les informations dont on dispose 3 à 4 siècles plus tard, mais on est vraiment dans leur tête, avec leur mentalité, et c'est vraiment extrêmement enrichissant. Bon, il y a une biographie d'Henri IV aussi, Henri IV et la Providence, qui est vraiment extraordinaire. Enfin, je pourrais en parler longtemps, c'est l'objet d'un autre podcast, mais voilà, ça m'a pas mal forgé ces lectures-là. Bah, je suis sûr qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va écrire une biographie sur toi. Mais en attendant que ça arrive, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, comme ça on l'aura un petit peu en avant-première avant ceux qui l'auront dans un livre dans quelques années. Je suis très flattée, j'en doute, mais du coup, oui, faisons ça à l'oral. Donc Sophie Cahen, je suis donc aujourd'hui cofondatrice et dirigeante de Ganymede Robotics. Je suis ingénieure de formation, donc j'ai fait ce qui était à l'époque Centrale Paris, maintenant Centrale Supélec, dont je suis sortie en 2011 après une année de césure. Et j'ai eu un début de parcours d'abord alors un peu de recherche aux États-Unis en physique des matériaux, mais c'était quelques mois. Ensuite, j'ai fait 1 an de private equity à Paris, donc dans un fonds d'investissement, avant de partir au Moyen-Orient. Donc j'ai passé 2 ans en Jordanie, où j'ai travaillé pour l'Agence française de développement sur des projets de développement, à la fois, enfin, et des évaluations de ces projets à la fois techniques et financières. Typiquement, un réseau de bus rapides à Amman, qui a vu le jour 10 ans plus tard, donc c'était assez long, et des centrales de cycle combiné, et cetera. Donc voilà, 2 ans en Jordanie. Ensuite, je suis revenue en Europe, où entre la France et l'Allemagne, j'ai travaillé dans la reconception de produits industriels complexes, hem, dans un cabinet qui faisait qui fait toujours d'ailleurs, mais de l'accompagnement de grands groupes industriels dans l'excellence opérationnelle.
et ensuite j'ai fait un MBA à l'INSEAD. INSEAD en 2016 entre la France et Singapour, où j'ai participé à la compétition, entrepreneuriale, à laquelle je suis arrivée 2e, donc j'avais déjà des velléités, à l'époque. Hem et ensuite, à l'issue de ce MBA, j'ai pas mal voyagé et puis j'ai fini par, avoir la chance de rencontrer, les grands chirurgiens et entrepreneurs avec qui j'ai fondé Ganymede. OK, si on revient un tout petit peu sur ton parcours, pourquoi tu as décidé de faire ce MBA à l'INSEAD? C'était pour te former en entrepreneuriat? C'était pour vérifier ta fibre entrepreneuriale? C'était, c'était d'abord parce que j'avais évolué pendant 7-8 ans, professionnellement dans pas mal de secteurs différents. J'avais vu beaucoup de choses et j'avais envie de cristalliser tout ce que j'avais pu apprendre sur le tas, en un savoir académique. J'avais envie de reprendre des cours, de retourner à l'école de manière un peu formelle, ce que m'a procuré l'INSEAD. Et puis j'avais vécu en Allemagne, en Jordanie, j'avais pris des cours d'arabe classique en Syrie, j'avais fait de la recherche aux États-Unis, j'avais évidemment une formation française à la base, donc j'avais des aspirations internationales, et l'aspiration aussi à rencontrer des gens avec ce même état d'esprit, tourné vers le monde. Heu et l'INSEAD m'a semblé être une très bonne école. Je rappelle que le slogan de l'INSEAD, c'est «Business as a force for good», donc le business, comme, une force pour le bien. Alors ça peut paraître très manichéen comme ça, mais c'est aussi quelque chose qui m'a parlé. Et du coup, toutes ces raisons cumulées m'ont poussée à candidater et finalement être admise, à ce MBA qui a été, depuis plusieurs fois, heu, nommé, enfin et classé mes meilleurs MBA du monde, en partie pour sa dimension entrepreneuriale et internationale. D'accord, et donc bon, forcément cette question elle me titille. Heu, Quel a été le projet avec lequel tu as fini 2e justement en entrepreneuriat à l'INSEAD? Alors c'était un projet de chaîne de boutiques hôtels en Iran. D'accord, OK, complètement Heu, différent de Ganymede. oui. Ah oui, rien à voir. Heu, à l'époque, je vous rappelle, en 2016, le monde était un peu différent. Le président américain, n'était ni l'actuel ni le précédent. On venait de signer les accords, ce qu'ils appellent le Joint Comprehensive Plan of Action, donc le les accords sur le nucléaire. L'Iran s'ouvrait, on avait bon espoir. Un président plutôt modéré venait d'être élu, enfin et il y avait une flambée, du tourisme en Iran, qui est un pays pour lequel moi j'ai eu un choc esthétique, complet lorsque je l'ai visité pour la première fois en 2015. J'ai eu un choc esthétique aussi pour la langue, le persan, que j'ai eu envie d'apprendre et que j'ai parlé couramment, il y a quelques années. Maintenant j'ai un peu perdu. Hem et du coup, bah, je me suis lancée vraiment à corps perdu, seule dans cette aventure d'éventuellement, créer une chaîne de boutiques hôtels en Iran, et ça venait de mon constat qu'il y avait vraiment, finalement tous les bons hôtels d'Iran dataient d'avant la révolution, donc des années 70 au plus récent. Et il y avait un défi enfin il y a encore évidemment un déficit, critique d'hébergement de qualité, pour des voyageurs internationaux. OK, bon bah, c'est ouais, c'est incroyable. Tu es resté combien de temps là-bas en Iran? J'y ai voyagé, j'y ai un petit peu vécu, un peu moins d'1 an. Bon, je pense que tu l'as mis un petit peu en filigrane sur les premières réponses que tu m'as données, mais qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Bah, alors heu, beaucoup les gens, quand je parle de Berthier, des biographies, c'est vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce qu'on fonctionne nous? Donc c'est les humains à travers la manière dont ils parlent aussi, donc beaucoup les langues, la linguistique. J'ai eu la chance de naître dans une famille, très portée sur les langues, avec voilà des grands-parents polyglottes, et donc moi-même j'en ai appris quelques-unes. Hem et puis j'ai une appétence pour le risque, un optimisme, une confiance dans la vie qui me fait, voilà, qui me rend assez à l'aise avec la prise de risque. D'accord, donc tu as répondu un petit peu à la question suivante, qui c'était de savoir qu'est-ce qui t'a poussé vers le monde entrepreneurial? Est-ce que tu peux dire que c'est un mélange de contexte familial et d'appétence personnelle? Est-ce qu'il y a un autre chose, un autre déclencheur qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat? Familialement, je sais pas s'il y a des fortes prédispositions. Après, il y a peut-être heu, poussée vers le monde entrepreneurial, il y a l'envie de faire des choses. Moi je fais partie de ces gens, et je pense qu'il y en a peut-être pas mal parmi les auditeurs, mais qui ont eu l'impression d'avoir les ailes rognées lors d'expériences professionnelles, classiques. Heu,
l'impression de pouvoir faire beaucoup plus que ce qu'on nous demande, d'aller et finalement, la richesse de ce qu'on peut proposer, apporter à l'organisation, n'intéresse pas grand monde et de cette frustration, bah, j'ai fait aussi un moteur en me disant: «Mais est-ce que je pourrais pas moi déjà, mettre, le spectre de ce que je pense être capable de faire et de donner, au service d'une organisation que j'aurais co-construite?» Et qui permettrait aussi à d'autres gens, heu et qui je pense aujourd'hui à l'équipe de Ganymede, enfin aux équipes, brillantes, motivées, engagées, de s'exprimer pleinement, dans leur travail. Donc il y a vraiment, une envie d'action qui est extrêmement forte chez moi, une envie d'agir sur le monde avec une forme de pragmatisme, et aussi, la réponse que j'ai trouvée, à une forme de frustration dans le salariat classique. D'accord, bon donc là on y arrive en plein dedans. Avant de savoir un petit peu plutôt comment s'est construit Ganymede, est-ce que tu peux nous présenter ce que fait Ganymede? Est-ce que tu peux nous pitcher Ganymede, l'exercice, classique en entrepreneuriat? Oui, Ganymede, c'est du coup une entreprise qui a 3 ans aujourd'hui. On est une vingtaine de membres dans l'équipe. On a déposé une demi-douzaine de familles de brevets avec, une autre demi-douzaine, à venir très prochainement et on conçoit, la robotique chirurgicale du futur pour l'orthopédie. L'orthopédie, c'est-à-dire, la médecine et la chirurgie des os et des articulations, donc de tous les tissus rigides qu'on peut rencontrer, dans un corps humain. Hem La robotique, du futur pour nous, elle est collaborative, c'est-à-dire qu'on fait, travailler ensemble l'humain et la machine, l'humain et l'ordinateur, pour aboutir à des opérations qui sont plus fiables, plus homogènes en termes de qualité, de durée opératoire et du coup de bénéfices patients et qui sont aussi plus rapides, ce qui évite d'exposer les patients à des risques accrus d'infection, lors d'opérations trop longues, et de faciliter l'accès aux soins, au plus grand nombre. Je sais que tu m'en as parlé un petit peu en pré-appel, quand on a fait un pré-appel justement pour que je comprenne un petit peu mieux ce que fait Ganymede. Tu m'as parlé de la brique mécatronique et de la brique logicielle de Ganymede. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail de comment fonctionnent ces 2 briques et comment elles s'articulent ensemble? Avec plaisir. Effectivement, on a fait 2 grands paris, lorsqu'on a initié le projet, à l'été 2018. Le premier, c'était de se dire qu'on pouvait changer intégralement la manière dont des robots chirurgicaux, perçoivent et interprètent, la scène chirurgicale, c'est-à-dire ce qu'ils voient. On s'est dit qu'on allait créer un robot avec des yeux qui voit, ce que voit le chirurgien, mais qui est capable de faire des calculs sur ces données, visuelles 2D et 3D, d'en interpréter des choses et de déduire, par exemple, la position et l'orientation des os du patient sur la table opératoire, entre autres la position des tissus mous, la position de différentes choses qui servent, à orienter le geste du chirurgien. Donc c'est la partie navigation chirurgicale logicielle, qui est aujourd'hui en essai clinique sur une centaine de patients. C'est-à-dire qu'on prend des données préopératoires et intraopératoires, en gros on filme, pour s'assurer, de la précision de nos algorithmes de vision par ordinateur. Donc ça, ce sont des algorithmes, à la fois d'intelligence artificielle et de mathématiques plus classiques, qui sont uniques au monde à ce jour, dont on a breveté, et l'idée générale et pas mal de sous-ensembles techniques qui nous permettent d'atteindre des performances, cliniques aujourd'hui, heu et dont on pense que ça va devenir le standard mondial, dans quelques années pour la navigation chirurgicale en orthopédie. Mais on a fait un deuxième pari à l'époque qui est de se dire finalement, heu, localiser, détecter les os, être capable, de dire comment ils sont orientés pour pouvoir, indiquer au chirurgien le geste optimal sur ces os, ça n'est pas suffisant. On travaille en premier lieu, nous, sur, des opérations d'arthroplastie, donc qui visent à soigner l'arthrose, qui est une maladie de dégénérescence du cartilage, heu, pour laquelle on n'a pas d'autre solution, après avoir fait des infiltrations et cetera, que l'opération, qui consiste à resurfacer l'articulation en coupant finalement, les bouts d'os qui sont malades pour les remplacer par du plastique, et du métal. Enfin du métal sur l'os et du plastique là où il y aurait dû avoir du cartilage. Et en fait, notre première indication thérapeutique, c'est le genou, et pour faire cette opération sur le genou, qui concerne des millions de personnes par an, on a besoin, de faire des coupes osseuses à la scie oscillante qui soient extrêmement précises pour préserver l'anatomie du patient, un alignement, de son membre inférieur et cetera. Et en fait, le simple fait de donner au chirurgien l'indication visuelle de ce qu'il devrait faire ne suffit pas. C'est un petit peu comme si je te disais: «Bah, écoute, c'est très simple, pour gagner le marathon de Paris, tu suis le premier puis tu le dépasses à la fin». C'est 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 joliment dit, mais c'est voilà. compliqué, je pense.
Voilà, exactement. Enfin, c'est ce que je te dis est rigoureusement vrai et si tu faisais ce que je te disais, tu serais évidemment, effectivement 1er au marathon de Paris. Mais voilà, enfin, je pense que tu vois le problème et du coup, C'est là, un c'est petit peu pareil. démago. Oui, oui. Non, mais bon, là, c'est un petit peu pareil. Il faut accompagner le geste et pour accompagner ce geste, on a conçu de zéro une plateforme, robotique, qui est compacte, dont le prix sera infiniment, un ordre de grandeur plus abordable que tous les robots chirurgicaux qui existent sur le marché, et qui sera comparable au matériel requis pour faire une pose de prothèse en instrumentation conventionnelle aujourd'hui, et qui va guider le chirurgien de manière co-manipulée, de manière à ce que le geste ne dépasse pas des limites fixées par le chirurgien lorsqu'il a planifié l'opération, qu'on reste dans les plans qui vont garantir en post-opératoire un bon alignement, et qu'on évite de déborder, c'est-à-dire de couper en plus de l'os qu'on doit couper, de couper des tissus mous, des ligaments, des muscles qui là, créent des douleurs post-opératoires très importantes et compliquent énormément heu, la reprise des patients. Donc voilà, en résumé, on a une brique de logiciel vision par ordinateur, qui est unique au monde et dont on enfin qui est révolutionnaire pour les chirurgiens parce qu'elle supprime le besoin qu'ils ont aujourd'hui, enfin la nécessité d'enfoncer des tiges dans les patients ou de visser des clous à gauche à droite, pour repérer le positionnement des os dans l'espace. Donc ça, c'est complètement crucial et on développe aussi, en comment dire? En contraste avec, les gros robots, les manipulateurs industriels qu'ont été les pionniers de la robotique en orthopédie, on développe, une plateforme qui est faite pour guider le geste du chirurgien en orthopédie, heu, qui lui fait confiance, c'est-à-dire qu'il le laisse au cœur de l'opération, mais qui fiabilise son geste de manière, et ça c'est très important, de manière à ce que tout chirurgien se retrouve avec, la précision, l'acuité gestuelle, d'un grand expert qui en a fait des milliers. La grosse question que je me pose, depuis que tu as commencé l'explication de Ganymède, c'est comment tu en es arrivé justement à Ganymède? Comment ça s'est passé? Parce que je crois que tu m'as dit que tu avais rencontré des grands professeurs, entrepreneurs qui t'accompagnent. Comment ça s'est passé? Comment tu es tombé dans la marmite, Ganymède? Et exactement, bah, on est à printemps-été, 2018. J'ai eu la chance de rencontrer, comme tu disais, des grands professeurs et entrepreneurs et parmi eux, le chirurgien, Michel Bonin, qui était à l'époque président de la Société française de la hanche et du genou, qui est aujourd'hui, chairman ou membre du bureau de la Société européenne du genou et qui caressait depuis longtemps avec son ami, Bruno Maisonnier, lui-même, un grand entrepreneur français dans le domaine de la robotique, l'idée, de joindre leurs forces, et leurs aspirations, au service, de la robotique chirurgicale et de la pratique clinique, telle que, le docteur Bonin la connaît très bien. Et on s'est rencontrés à ce moment-là, et le projet a été lancé. Donc Ganymède, l'entreprise elle-même, a été créée dans les mois qui suivaient, avec moi à sa tête. Et depuis, ça a bien évolué puisqu'on a fait 2 levées de fonds, et nous ont rejoint d'autres chirurgiens encore, eux aussi, des stars mondiales, avec un professeur, belge et un chirurgien australien. Donc on a internationalisé, notre base d'expertise clinique, pour vraiment répondre aux défis, heu, et à l'ambition d'être leaders mondiaux sur notre domaine. D'accord, et comment s'articule ton travail avec eux justement? Alors, on travaille de manière extrêmement proche avec les chirurgiens. Donc je parlais du docteur Bonin, c'est quelqu'un qu'on voit, enfin à qui je parle, toutes les semaines, qu'on voit toutes les 2-3 semaines, parce qu'on fait ensemble, ce qu'on appelle nous des réunions techniques, qui sont des tests ergonomiques grandeur nature dans nos bureaux, où on teste des prototypes. On en a fait une vingtaine depuis le début du projet, des tests qui durent une journée entière, auxquels on convie des chirurgiens, parfois des aides-op, enfin voilà, il y a pas que le chirurgien dans la salle d'op. Hem Et on a c'est il est et son collègue, enfin les autres chirurgiens avec lesquels on travaille sont co-inventeurs de nos premiers brevets, chapeaux, comme on dit, donc les premiers brevets un peu cœur. Heu, on fait aussi, depuis quelques années maintenant, des essais dits ex vivo, c'est-à-dire, des tests cadavériques pour mesurer
pour mesurer la précision de dispositif et l'aptitude à l'utilisation, donc la facilité d'utilisation, son caractère intuitif et du coup pour diminuer le risque d'erreur humaine lors de la manipulation. Et là aussi, ce sont nos chirurgiens qui travaillent avec nous. Donc c'est un mode de collaboration extrêmement proche, et qui va en s'intensifiant avec le temps puisque, les défis, les défis, Se multiplient. se multiplient exactement, puisqu'il faut aujourd'hui trouver des partenaires, internationaliser encore plus le cercle de KOL, donc de Key Opinion Leader, et ça, c'est ces chirurgiens, cofondateurs qui ont des réseaux et des connaissances, que je n'ai pas, y contribuent énormément. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'on a souvent parlé de KOL sur le podcast. Et justement, je voulais savoir un petit peu comment tu les trouvais, comment ça se passait. Du coup, c'est plutôt les chirurgiens qui travaillent avec toi qui s'occupent de cette partie-là, ou tu as quand même, tu le fais aussi un petit peu de manière prospective? Ouais, c'est une très bonne question. Alors j'ai envie de dire, ça va un petit peu dans les 2 sens. D'abord, on a eu la chance d'être, voilà, de recevoir un certain nombre de prix, ILAB en 2019, récemment l'IIC, donc d'avoir une couverture, médiatique modeste, hein, qui commence, mais qui permet heu, d'avoir une certaine visibilité auprès des chirurgiens, visibilité qui est en plus relayée, par nos KOL eux-mêmes très bien connectés. Et ensuite, donc il y a des gens qui nous contactent, hein, et qui nous connaissent et qui témoignent, d'une envie de travailler avec nous. Et ensuite, de manière plus stratégique, on se pose la question, dans quel pays est-ce qu'on a besoin d'avoir des KOL parce que, il y a une réalité de la chirurgie dans ce pays qu'on doit mieux connaître, mieux comprendre, ou parce que, c'est des gens qui utilisent tel type de robot, enfin, selon un certain nombre de critères. On a fait, ce qu'on appelle un KOL mapping, c'est-à-dire, un un document très structuré, qui reprend, avec un certain nombre de critères, par exemple le nombre de publications, la participation, à l'établissement des bonnes pratiques, le fait d'être membre de sociétés savantes, et cetera, heu, en en arthroplastie conventionnelle ou robotique. Et ensuite, on fait un espèce de mapping ou de listing de tous les gens qui visiblement, d'après ces données, quantitatives, comptent sur la scène mondiale dans la discipline. Et ensuite, je demande à nos KOL existants qui sont, je le répète, cofondateurs et investisseurs chez nous, heu de donner un avis sur chaque personne, voilà le niveau de pertinence et de fit avec le projet. D'accord. Donc ça, c'est un conseil qui est vraiment très concret. C'est ce que j'aime beaucoup sur le podcast. C'est vraiment très concret. J'avais jamais entendu parler de faire un KOL mapping. Donc on va retenir ça. C'est vraiment un super conseil. Et tu l'abordais aussi un petit peu tout à l'heure, justement, sur le développement international, etc. Tu as dit que tu avais déposé plusieurs brevets. Comment ça se passe, justement, le brevet, le dépôt de brevet à l'étranger? Quel est son intérêt? Comment vous choisissez aussi les aires géographiques sur lesquelles vous allez déposer vos brevets? Alors c'est toujours une grande question, c'est toujours, pas forcément évident. C'est une grosse Heu, question, j'avoue. voilà, nous bon, il y a évidemment, l'Europe, les États-Unis, Chine, Australie, Japon, Canada, pour commencer. Ensuite se pose la question Brésil, Inde, et cetera. Donc on regarde aussi, il y a les aires traditionnelles de la medtech, on va dire, heu des dispositifs médicaux en général. Il y a aussi les endroits où le type d'opération sur lequel on se positionne augmente le plus vite, et l'Asie, Chine, Inde notamment, voilà, présentent des croissances à 2 chiffres, donc on se dit que ce sont potentiellement des marchés intéressants pour nous. Ensuite, on est dans un domaine, la robotique chirurgicale, où il y a une activité IP qui est extrêmement intense, et qui est aussi offensive que défensive. C'est-à-dire que, déjà, nous, les investisseurs dont on est dépendant pour, heu, pour le développement du produit, puisqu'on n'aura pas de chiffre d'affaires avant 2024, c'est une techno deep tech qui met du temps à se développer et qui mettra encore quelques années à arriver au marché, nous demandent, de prouver, de démontrer à la fois, enfin, ont des exigences très fortes sur la liberté d'exploitation. Donc est-on certain qu'on n'empiète pas sur les droits de propriété industrielle de quelqu'un d'autre qui viendra nous embêter? Donc ça, il faut le vérifier, le démontrer, et c'est notre cas, hein, bien sûr. Et ensuite, est-on certain que, on aura une position exclusive sur le marché? C'est-à-dire qu'on empêche vraiment les gens de faire la même chose, pas juste parce qu'on a une techno qui est très dure à reproduire, mais aussi parce qu'ils n'en ont pas le droit à partir du moment où nos brevets sont déposés. Donc
Nous, on a déposé des brevets qui sont vraiment, très protecteurs pour nous sur le cœur de la technologie, du robot avec des yeux qui détecte, et localise les structures anatomiques dans l'espace et ensuite guide le geste et cetera. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé par faire, dès qu'on a pu, donc dès 2019. Donc là, il y a un 1er brevet qui a été, approuvé aux États-Unis, et ensuite il y en a d'autres qui nous permettent en fait de nous assurer que même si d'autres entreprises ou d'autres équipes essayaient, de développer une technologie proche de la nôtre, ils ne pourraient pas le faire avec un niveau de performance équivalent. Or la performance, on est quand même dans la chirurgie, c'est important d'être précis, c'est important d'être rapide, c'est important, voilà. Donc et heu et on fait ça en brevetant maintenant, on va dire des sous-ensembles techniques ou des sous-briques logicielles, sans lesquelles, on ne pourrait pas, atteindre les niveaux de performance qu'on atteint aujourd'hui. Voilà, et on dépose, alors d'abord en Europe, mais on a pris l'habitude maintenant de lancer ce qu'on appelle un fast track aux États-Unis, c'est-à-dire, d'essayer d'obtenir le plus vite possible des brevets américains. Parce que, c'est là-bas que se trouve le marché. À terme, on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine frilosité, j'y reviendrai sans doute, des investisseurs européens, sur des technologies, deep tech, capitalistiques de rupture. Malgré le fait, que, bah, les sorties, enfin le M&A, les sorties en medtech les plus grosses de l'histoire sont en robotique chirurgicale. Et du coup, on sent bien qu'un jour, on devra peut-être aller chercher des fonds côté américain et ils sont très sensibles, peut-être plus encore que les Européens à l'IP. D'accord. Bah, tu viens de faire la transition, je pense, directement sur la question suivante, ou peut-être qu'on pourra la caler dans une question un petit peu après. Mais j'allais te poser la question de savoir quels sont les plus gros défis auxquels vous faites face avec Ganymede Robotics aujourd'hui. Je dirais qu'on a, enfin vis-à-vis du monde extérieur aujourd'hui, on a 2 grands défis. Le 1er, bah, c'est le défi du financement et pourtant on est très, très, très bien lotis puisqu'on a été vraiment extrêmement soutenus, bah, et par nos investisseurs initiaux, donc qui est un pool d'experts et de chirurgiens extrêmement reconnus, et ensuite, par les pouvoirs publics avec des aides, BPI, européennes, vraiment, enfin extrêmement, extrêmement abondantes, donc on a eu beaucoup de chance là-dessus. Mais il est certain que pour arriver jusqu'au marché avec des technologies de rupture et puis surtout, pas juste pour arriver jusqu'au marché, ça presque on y arrivera, mais pour vraiment s'imposer, comme le système de référence, pour devenir catégorie leader dans son secteur, ce qui est vraiment notre ambition, il faut beaucoup d'argent. Et cet argent, on s'aperçoit qu'il y a quand même une grande frilosité des fonds européens, à faire des paris massifs. Si je pense par exemple à, bah, l'étoile actuelle de la robotique chirurgicale, donc sur une autre spécialité que la nôtre, donc nous ne sommes pas concurrents, mais si on regarde CMR, donc Cambridge Medical Robotics, ils ont levé 240 millions de livres sterling, Ah oui, en pour effet. la commercialisation de leur dispositif. Ils viennent de lever 600 millions de livres sterling pour la commercialisation de leur dispositif, et c'est des investisseurs essentiellement asiatiques qui ont mis les sous. Et pourtant c'est une technologie anglaise, hein. Donc voilà, je pense, en France, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans l'écosystème medtech français, c'est vraiment l'excellence de la médecine, de la chirurgie, l'excellence des ingénieurs, un terreau, fiscal, étatique extrêmement favorable à l'émergence de toute jeune pousse. Donc pour convertir une idée en une technologie, on peut difficilement faire mieux que la France. Le problème, c'est ensuite pour convertir cette technologie en une ambition mondiale, en un vrai champion, là, on se heurte à des problèmes de financement, on se heurte aussi parfois, à une incrédulité face à nos ambitions, qui pourtant sont justifiées par le caractère extraordinaire de la technologie et là j'ai beaucoup d'exemples, dans le paysage medtech Bah, français. hésite pas à Voilà, en alors donner. heureusement ouais. Bah, non, mais je pense par exemple à notre parrain à tous, Mauna Kea par exemple, de Sacha Loiseau. Il y a en robotique chirurgicale, bah, il y a des boîtes comme Keranova en ophtalmo, Acusurgical d'ailleurs aussi en ophtalmo, Robocat sur le cardiovasculaire. Enfin, il y a vraiment des boîtes, qui sont extrêmement innovantes, qui sont nouvelles dans leur secteur, et dont on aimerait voir devenir des champions mondiaux sans forcément, Passer par heu l'Asie ou aux États-Unis peut-être. ouais, c'est ça. Et ça, c'est mais
c'est un choix tout à fait rationnel et logique si on veut faire vivre la technologie. Donc c'est tant qu'on n'a pas de choix, nous entrepreneurs, c'est ce qu'on D'accord. fera. Mais si on essaie de pousser un petit peu plus loin, au-delà justement du constat, c'est des questions que j'aime beaucoup poser. Qu'est-ce que tu changerais si tu le pouvais justement pour accélérer sur ces thématiques-là? Où est-ce qu'il faudrait appuyer, accentuer, peut-être politique, je sais pas. Est-ce que tu as des pistes là-dessus? Alors, des pistes, donc le collectif MedTech in France, dont je fais partie et Ganymede fait partie, qui structure, les acteurs français, et enfin nés en France, on va dire, de l'écosystème MedTech, ont fait des propositions dont plus de la moitié ont été reprises par le président de la République pour le plan, France 2030. Et parmi eux, il y a, une plus grande facilité sur les lancements d'essais cliniques, heu, un 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 accès au remboursement, plus simple, et cetera. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous permettraient, nous, entre guillemets «champions tricolores», d'être un en meilleure position à l'étranger quand on veut aller conquérir le monde, en expliquant que, ce qu'on développe, nos compatriotes en bénéficient déjà. C'est toujours plus compliqué de devoir expliquer qu'on est vraiment les meilleurs du monde, quand même dans notre pays, on a du mal à se faire entendre. Donc voilà, ça c'est des choses, qui avancent et je pense qu'ils avancent bien. Il y a un enjeu de financement, ça c'est certain, et je suis sûre que tous les entrepreneurs, les entrepreneurs t'en parlent. Heu, le et finalement la crise du Covid a catalysé des investissements en santé, ça c'est vrai, mais elle les a aussi polarisés vers la biotech. Tout le monde maintenant veut investir dans le vaccin qui soignera la prochaine épidémie, donc les BioNTech et compagnie, et tant mieux parce que je veux dire il faut soigner le cancer, enfin il y a des enjeux mondiaux autour de la biotech, hem, mais parfois au détriment de la medtech, heu et heu et autre polarisation, donc je disais, biotech et e-santé, heu et mais au milieu, il y a des gens qui font du dispositif, le hardware fait peur encore, donc beaucoup de fonds disqualifient d'emblée les startups hardware, et puis il faut des montants importants pour être à la hauteur de nos ambitions, et puis, concourir, heu, de manière efficace et vainqueur sur la scène internationale. Là, c'est la question parfaite. Je pense que tu es la personne parfaite pour que je pose cette question-là, parce que c'est vrai que tu as raison déjà, les acteurs medtech qui sont un petit peu pris entre 2 feux, entre e-santé et biotech, c'est aussi des acteurs que j'ai moins contactés pour l'instant sur le podcast. Donc une grosse question que j'avais envie de te poser, c'était de savoir si vous anticipiez la phase d'industrialisation. Parce que si on comprend bien, c'est un petit peu justement l'endroit où ça commence à bloquer en France. Est-ce que vous l'anticipez? Comment vous l'anticipez? Est-ce que tu as des pistes à nous donner là-dessus? Ouais, 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 on l'anticipe énormément, on est en plein dedans, hein. Déjà, il y a un écosystème, on parle des écosystèmes, d'entrepreneurs, et si tu as peu contacté des entrepreneurs medtech, je te conseille de te rapprocher de MedTech in France, qui nous fédère et qui a des super boîtes, parmi ses membres. Et ensuite la phase industrielle, oui, tout à fait. Alors déjà, bon, dans le médical, même le logiciel doit s'industrialiser, puisque tu dois répondre à certaines normes, 62304, par exemple. Heu, Nous, on industrialise le logiciel actuellement, on industrialise aussi le robot, donc la partie, mécanique, mécatronique. Ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire s'assurer de la répétabilité, la robustesse, des performances qu'on obtient, des méthodes de fabrication, il faut les définir, heu et puis voilà, il faut mettre en place, les méthodes de fabrication avec lesquelles on obtiendra le marquage CE, puisque ça en fait partie. Et pour ça, il y a un écosystème aussi, fantastique en France, d'acteurs, nous on travaille avec un acteur qui est très connu en medtech, beaucoup de mes camarades, ou confrères, consoeurs, de medtech, les utilisent, qui s'appelle STAE. Et pour la mécanique, la micromécanique, le câblage, il y a pas mal d'acteurs, qui viennent du monde, très actif en France de l'aéronautique, donc qui ont des compétences très fortes dans des milieux très réglementés, où il y a des exigences de qualité très fortes, et qui, avec la crise du Covid, mais même bien avant, se sont reconvertis, pardon, vers des activités, plus santé, medtech, de pair finalement avec, la forte croissance du secteur en France. Donc nous, on a réalisé un audit de pré-industrialisation, pour identifier, les trous qu'on pouvait avoir dans la raquette. On est un peu, des obsédés, enfin en tout cas moi, et je pense que l'entreprise l'est devenue, des obsédés des points morts.
des angles morts, pardon. Angles morts, blind spot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Je pose très souvent la question de quoi est-ce qu'on n'a pas parlé, qu'on aurait dû parler? OK, Enfin, ça voilà, c'est très intéressant ça comme, qu'est-ce pareil qu'on n'a pas vu, comme mindset. qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'on aurait dû voir, de qu'est-ce qui n'a pas été dit qui aurait dû être dit, et cetera. Et chaque réunion où on parle d'un sujet, je me pose la question et j'invite les gens à se poser la question, voilà, est-ce qu'il y a on a parlé de plein de choses, il y a des actions, y a-t-il des trucs, qui devraient être là, qui n'y sont pas? Voilà, et donc ça, c'est vraiment un mindset depuis le début qui nous a poussé à anticiper énormément de choses, y compris, la phase un peu de design to cost, d'industrialisation, simplification de notre conception, réduction du nombre de pièces, réflexion très amont sur la fabricabilité, le double sourcing, et cetera. Donc aujourd'hui, il y a un énorme travail à faire évidemment, mais on a un partenaire exceptionnel qui l'a fait plein de fois avec des tas de très, très belles boîtes, de hardware médical. Et on a dans l'équipe, à travers, notre lead mécatronique et notre directeur de la R&D, des gens, donc Blaise et Michel, des gens qui ont cette expérience-là dans différents secteurs, qui ont amené, notamment avec Michel, des dizaines de produits physiques sur, le marché dans la santé, et qui connaissent très bien ces enjeux. Donc c'est vraiment, un défi qu'on prend très au sérieux. Donc ouais, vous êtes, entouré de personnes qui sont déjà passées un petit peu par là? Ah oui, ça je pense que c'est important quand même, de s'entourer de gens qui ont déjà vu le film. D'accord. Même s'ils Et ont vu le film et qu'il se termine mal à la fin, ils ont vu le film et ils savent, ils savent dire, ce qu'il faut éviter, et cetera. Donc, et complètement. Mais juste pour me donner pour mettre pour faire un petit mot dessus, vu que tu m'en as parlé, je sais dans le pré-appel, tu m'as dit que vous aviez commencé à fabriquer avec une coopérative locale. Pourquoi ce choix? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot aussi? oui, en fait, c'est ce partenaire, hein, dont je parlais qui s'appelle STAE, heu, qui, qui est sous forme, enfin, qui est une entreprise, familiale sous forme de SCOP, je crois, mais qui nous a séduits, par son pragmatisme, son habitude des startups, de la qualité, le fait qu'ils sont normés ISO 13485, ils ont l'habitude, des audits FDA, des audits, d'organismes notifiés en France. Et qu'ils ont des unités de fabrication, et pour le prototypage et pour la petite et moyenne série, qui sont tout à fait fantastiques et qui viennent de croître. Donc, nous on a trouvé en eux un partenaire, sur la même longueur d'onde que nous, avec l'amour de la belle techno, l'amour du beau produit, l'amour du travail bien fait, et avec lequel on peut travailler dans un état d'esprit vraiment collaboratif. Hem, en sachant que, ils sont là pour rester. Ils ont vocation à faire perdurer l'entreprise, qui est codétenue par ses salariés, tout comme Ganymede d'ailleurs. Donc voilà, c'est des partenaires qu'on pense être les bons, pour la phase qui s'ouvre. D'accord. En parlant de la phase qui s'ouvre, j'avais une question à te poser, mais tu l'as rendue un petit peu obsolète en me parlant de Cambridge Robotics, si je me trompe pas. J'allais te poser la question de savoir qu'est-ce que tu ferais avec 50 millions d'euros à utiliser tout de suite maintenant pour développer Ganymede, mais 50 millions, ça semble pas assez. Allez, si on augmente, si on dit 100 ou 200 millions, qu'est-ce que tu ferais si tu les avais maintenant en poche pour développer Ganymede? C'est une très bonne question, et il y a évidemment, l'enjeu de la commercialisation, du reach commercial, c'est-à-dire, à quelle vitesse et jusqu'où on va convaincre le monde que notre solution technologique est la meilleure et qu'il faut acheter notre produit. Heu, donc il y a évidemment une partie du financement qui irait vers des efforts commerciaux. Mais, nous aujourd'hui on est une boîte de R&D avec, énormément d'idées dans les cartons, et notamment le fait que, la plateforme technologique qu'on a développée, elle peut s'appliquer à énormément de choses. Elle peut s'appliquer déjà, et bien sûr, à d'autres indications thérapeutiques, donc d'autres articulations du corps humain. On est contacté par des chirurgiens de l'épaule, du cou, de la hanche, parfois de la cheville. Il y a des industriels de l'ostéotomie qui aimeraient discuter. Donc voilà, il y a tout un nombre d'applications, autres, qu'on pourrait adresser, avec notre technologie qu'on a conçue sur le mode modulaire depuis le début, même s'il faudrait des adaptations bien sûr. Mais aussi et surtout, moi je suis fascinée par l'irruption, de la donnée, la data, la big data, dans le monde, du bloc opératoire et de l'intraopératoire. Aujourd'hui, je suis sûre que tu es très bien placé pour le savoir, et tes auditeurs sans doute aussi, heu, il y a il y a une déferlante, un déferlement de boîtes de très, très grande qualité qui proposent du diagnostic préopératoire à partir d'imagerie, donc qui font de l'IA pour le diagnostic, donc pré-op.
qui font de l'IA pour la réhabilitation, avec des trucs, connectés pour savoir comment bougent les gens par exemple, ou de l'IA pour le diagnostic post-op, donc la lecture de radio, la lecture d'électroencéphalogramme, la lecture de plein de choses, avec du traitement du signal, la vision par ordinateur. Donc en pré-op, en post-op, on sait faire plein de choses. Aujourd'hui, ce qu'il se passe au bloc, alors que c'est là que se produisent, les erreurs médicales, qui tuent des milliers de gens par an, c'est là, que se dépense, une immense, partie de ce que dépensent les systèmes de santé. C'est là aussi que se génère, le secteur de la santé, c'est 5 des émissions de CO2, enfin c'est un secteur très polluant avec beaucoup de déchets, on peut y revenir. C'est aussi quelque chose sur lequel on se bat. Heu et en fait, il y a très peu de données aujourd'hui utilisables sur ce qui se passe au bloc opératoire. Or pour nous, c'est vraiment l'étape du futur et vers lequel on va puisque notre dispositif, qui est équipé d'yeux, embarqués sur le bras mécatronique, il voit ce qui se passe dans la scène opératoire, et peut en tirer, alors des informations qui sont utiles. Sur le plan de l'efficacité, donc où est-ce qu'on en est du workflow? Est-ce qu'on peut automatiser le rapport opératoire? Quand est-ce qu'on lance le patient d'après, vu qu'on sait quand est-ce qu'on va finir celui-là, et cetera. Donc il y a des choses qui peuvent être faites pour optimiser les soins, permettre de soigner plus de monde. Mais on peut aussi, et ça c'est le graal de tout le monde, et pour être capable de faire ça, il faut des données de bonne qualité, ce qui est notre cas. Heu, mais on peut aussi, et c'est à ça qu'on travaille avec notre essai clinique en cours, utiliser ce qu'on voit au bloc pour croiser ça avec le diagnostic préopératoire, avec le suivi post-opératoire, pour un jour, et dans un futur pas très lointain, être capable de proposer au chirurgien la meilleure stratégie opératoire. En tout cas, être capable de proposer au chirurgien des stratégies opératoires, à lui d'adapter, de choisir, ça ou autre chose, mais de dire: «Voilà, au vu des milliers de gens qu'on a vus avant, qu'on a opérés comme ci, comme ça, avec tel de tel degré de rotation interne, externe, machin, hem, on vous suggère cette stratégie-là». Et ça, c'est vraiment l'avenir. Nous, avec beaucoup d'argent, je pense qu'on mettrait le paquet sur le sujet donné, heu, pour vraiment, s'assurer qu'on entre dans une ère d'amélioration exponentielle de la qualité des soins, et de la qualité des données sur lesquelles sont bâtis, les articles et les papiers, cliniques. Aujourd'hui, c'est très dur de récolter des données, du coup les papiers cliniques se fondent sur des cohortes de 12-10, bon parfois plus patients, mais on n'est pas sur des tailles de cohortes qui permettent de tirer des vraies conclusions. Et ça, c'est nécessaire pour faire évoluer, la pratique chirurgicale. Bah, si des gros investisseurs nous écoutent, on leur dit: «Allez mettre de l'argent sur Ganymede», parce que c'est vrai que cette question de la donnée intraopératoire, je l'avais jamais abordée. C'est vrai que comme tu disais, on entend souvent parler de choses avant, après, mais pas pendant. Donc bah, merci déjà pour nous avoir un petit peu éclairé sur ce sujet-là. Mais c'est Et un domaine d'investissement massif, hein, j'insiste, il y a une boîte, européenne qui s'appelle CareSyntax qui vient de lever, 130 millions de dollars. Il y a Stryker qui vient de racheter, une entreprise qui s'appelle Go Surgical, qui fait de la mesure qui mesure la quantité de sang perdu pendant les accouchements à partir d'un iPhone qui filme la scène. Heu, il y a donc on commence à utiliser la vision par ordinateur et l'IA pour dire des choses sur ce qui se passe en intraopératoire. Mais c'est encore très, très rudimentaire et on peut faire beaucoup mieux. Mais pour ça, il faut des données de qualité. Voilà. bah, ça va donner des pistes, à nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont pas encore lancés dans l'entrepreneuriat health tech. Ça, c'est clair et net. Et pour finir, cet épisode, je vais te poser quelques petites questions un petit peu plus légères, et enfin légères. Il y en a une grosse question qui arrive tout de suite. Est-ce que tu as un regret? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, aimerais corriger sur ton parcours avec Ganymede pour l'instant? Ouais, c'est toujours dur à dire et puis C'était vraiment la question tricky. heu et encore plus à admettre publiquement. Mais non, pas forcément. Je pense que alors forcément, dans le parcours entrepreneurial, on fait des erreurs. Il y a des choses qu'on fait au début ou qu'on ferait différemment plus tard. Il y a encore des choses que je fais aujourd'hui dans quelques années, même dans quelques mois, vu la vitesse de progression, je me dirais que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Mais finalement, ça fait partie de la courbe d'apprentissage qui est incroyablement rapide lorsqu'on est entrepreneur et ça fait partie des choses que j'aime. Donc non, j'ai fait des erreurs, voilà, de bonne foi en croyant bien faire et puis j'ai appris qu'on pouvait faire mieux et ça continuera à m'arriver. Mais je peux pas dire que ce soit un regret. D'accord, donc t'aurais pas un petit message à donner à la Sophie du début, tu lui dirais juste, «Fonce tête baissée, dans tous les cas, se passera ce qui doit se passer»? Non, je lui dirais quand même de se préserver un peu plus. Le il y a un mythe alors,
dans le monde de la santé, de la chirurgie et dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a un peu le mythe du surhomme, surfemme, je sais pas. Hem, je pense que j c'est un peu je viens de regarder Comme un seul homme, du navigateur qui a fait le Vendée Globe en solitaire et le navire peut pas aller plus vite que le capitaine. Heu, donc il faut soi-même être en forme, préserver une forme de voilà, d'hygiène de vie parce que finalement, je persiste à penser que lorsqu'on travaille beaucoup, qu'on donne tout ce qu'on a et ben, au final, l'avenir de la boîte se joue sur 3 décisions, 2 rencontres pour lesquelles il faut être prêt, pour lesquelles il faut être, lucide, pour lesquelles il faut être, d'attaque. Et ça se joue sur la durée. Et du coup, il y a toujours 1000 choses à faire, il y a toujours 1000 raisons de faire le taf soi-même plutôt que de le déléguer, évidemment. Mais au final, on devient trop vite, le goulot d'étranglement de sa propre boîte et le goulot d'étranglement, de son propre épanouissement. Donc voilà, ce que je dirais à la Sophie qui vient de lancer Ganymede, c'est que, bah, il faut se préserver et personne d'autre que moi, ne s'en souciera. Donc c'est mon job, voilà. OK, bah, ça c'est super conseil, j'adore vraiment. Et si je devais te poser la question, peut-être, la sœur jumelle ou pas plutôt la sœur jumelle, la sœur opposée de la question précédente, quelle est ta plus grande fierté avec, Ganymede? Ma plus grande fierté avec Ganymede, sans aucune hésitation, c'est l'équipe. Heu, on a une équipe, de gens, brillantissimes, motivés, mais qui sont aussi bienveillants, humains, qui sont fiers de ce qu'ils font, avec un sentiment d'appartenance, ouvert, joyeux, qui accueille les nouveaux, qui accueille la croissance, qui accueille aussi le virage qu'on a fait d'une entreprise de technologie vers une entreprise de dispositif médical, qui est pas toujours facile. Donc c'est sans aucune hésitation, ma grande fierté et le fait de voir des gens, heureux de travailler dans cette équipe, d'en faire partie, qui fêtent, leurs anniversaires de boîte, tous ensemble, enfin c'est quelque chose qui me réjouit, et qui me motive vraiment à poursuivre l'aventure. Bah, ça c'est sûr et puis l'aventure va aller très, très loin, ça j'en doute pas du tout. 2 petites questions pour terminer. Une question assez simple finalement. Est-ce qu'il y a un domaine sur lequel tu es en train de monter en compétence actuellement? Donc tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que la courbe d'apprentissage de l'entrepreneuriat, elle est énorme et puis tu apprends beaucoup de choses à la fois, mais est-ce qu'il y a un domaine particulier sur lequel tu essaies de monter en compétence actuellement? Heu, bah, jusqu'à présent, l'entreprise, c'était une sorte de montée par une bande de copains avec une forme de gouvernance très simple. Aujourd'hui, on est en train de grandir, de structurer, donc il va falloir que j'apprenne à à travailler avec des modes de gouvernance plus formels, à gérer un board et ça, c'est quelque chose auquel j'aspire, mais qui est de toute évidence, nouveau pour moi. Et sinon, bah, le monter en compétences, finalement, on s'arrête jamais, mais sur les sujets RH, structuration d'équipe, dynamique collective, on se fait accompagner, hein, par un coach en dynamique collective. C'est vraiment une dimension qui est très importante pour moi. Et ben, quand on a une forte croissance, on a triplé la taille de l'équipe en quelques années. Et bien, ces questions-là de comment aider chacun à trouver sa place, comment faire en sorte que tous les membres de l'équipe comprennent à quoi ils contribuent, comprennent la direction, alors même que je m'en éloigne, par la force des choses. Hem et bien, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et sur lequel, j'espère continuer à progresser. Et dernière, question assez classique sur ce genre de format, sur ce genre de podcast. Est-ce que tu as un dernier conseil concret, activable tout de suite pour ceux qui entreprennent? Oui, jamais on n'aurait, été à ce stade aujourd'hui et je pense qu'on aurait vraiment une toute autre allure, si je n'avais pas dès le début, cherché à rencontrer et à échanger avec, autant d'entrepreneurs, medtech ou autres que possible. Hem, le pa Par construction, l'entrepreneuriat, medtech ou autre, c'est un métier solitaire. On est face à à des situations pour lesquelles, on n'a pas de solution. D'ailleurs, il n'y en a pas forcément de très bonnes, mais aucune situation est vraiment entièrement nouvelle. Toutes ont été rencontrées déjà par des gens qui ont monté des boîtes, qui ont réussi, qui ont échoué, entre les 2, qui se sont relancés et cetera. Et vraiment, moi j'ai lancé, dès le tout début de Ganymede, des cycles de dîners de CEO en medtech, ou plus large que ça. Et en fait, c'est des cercles qui m'ont énormément aidé déjà à discuter
de situations, de problèmes ou de partager des joies, des victoires et cetera, voir comment certains avaient géré des situations et puis, ça a été aussi un repère de conseils importants. Donc voilà, je pense que le nez dans le guidon, enfin il faut faire les choses, il faut exécuter, il faut envoyer du bois. Nous on appelle ça kill and ship, tac, 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 faut OK. vraiment il faut faire des choses. Ça c'est sûr, mais le temps de recul, de parler à des gens, de partager ses problèmes, en fait, il y a rien de plus efficace que le travail inutile qu'on n'a pas fait. On peut aller aussi vite qu'on veut. Si on fait un truc qui sert à rien ou un truc pour lequel il y avait une autre façon de faire ou si on se tape du travail qu'on aurait pu éviter, bah, on perd du temps, quel que soit notre niveau d'efficacité. Et ça, c'est des choses qu'on évite, en parlant à des gens, qui ont déjà vu le film. J'insiste là-dessus. Ok, ben on finira sur cette dernière tirade sur les gens qui ont déjà vu le film. Merci beaucoup Sophie, franchement c'était un épisode incroyable. C'est incroyable ce que vous faites aussi avec Ganymède. Donc on va suivre les aventures de Ganymède avec grand plaisir. On espère l'arrivée sur le marché très vite en 2024 et merci encore Sophie. Un grand merci à toi pour m'avoir accueilli aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.